Donc on va passer à la conférence de la matinée. On a jusqu'à 1h30. Robert Leroy, donc, qui est professeur et qui officie dans une école d'archéologie, va nous parler de tas de choses sur la construction bois. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci au comité d'organisation de me proposer une tribune pour parler des recherches qui se pratiquent ici à l'École des Ponts et à l'IFSTAR conjointement. Et donc, je vais consacrer une petite demi-heure à vous décrire les démarches que nous avons poursuivies dans le domaine des recherches sur le bois depuis maintenant l'année 2005. Voilà. Donc, il y a différents logos parce que mon poste principal est d'enseigner à l'École d'architecture Paris-Malaquais et par ailleurs, je suis chercheur associé à l'IFSTAR. Alors, excusez-moi, je reviens en arrière. Pourquoi on s'est intéressé aux ouvrages d'art? Pourquoi je m'y suis intéressé? Je faisais le constat que finalement en France, on a très peu de ponts en bois. Hein, on les compte sur les doigts de la main, finalement, les ponts routiers. Alors que comparativement, en Suisse, par exemple, il y a un site internet qui s'appelle Swiss Timber Bridges, où on comptabilise plus de 1480 ouvrages d'art, ponts et passerelles confondus en bois. Donc on voit que là, on a un très grand retard. Évidemment, on a quand même quelques passerelles en France en bois, mais des ponts routiers, on en a très peu. Donc il y a ce déficit, en fait, que j'avais observé. Ensuite, à cette époque-là, 2005, l'arrivée des Eurocodes bois, qui amenait le matériau bois à un même niveau que les autres matériaux de structure, qui sont le béton et l'acier. Donc il n'y avait aucune raison qu'on laisse tomber le bois pour faire aussi des gros ouvrages. Et enfin, il y a une réserve en bois très intéressante pour les ponts en France, qui sont le Douglas. Il y a aussi du mélèze, évidemment, mais le Douglas, c'est un matériau très intéressant pour construire des structures qui vont être exposées aux intempéries, puisque c'est une essence qui est compatible en classe d'emploi 3. Donc ceci a motivé, disons, une orientation d'une thématique de recherche autour de la valorisation du bois pour les ouvrages, et donc une recherche qui avait pour but de promouvoir ce matériau et chercher les conditions techniques qui permettaient de mieux l'utiliser dans les ouvrages. Alors on peut quand même s'interroger sur le bois est-il quand même un bon matériau pour faire des ponts? Est-ce qu'il n'y a pas des limites de portée? Bien que dans le passé, il y a eu des ponts suspendus avec des très grandes portées, avec des tabliers bois, mais ponts suspendus, qui ont été d'ailleurs pour certains réparés, d'autres détruits, parce qu'ils ont la particularité d'être un peu trop légers et sensibles au vent, donc ce n'est pas forcément une bonne technique pour le bois de matériaux d'un pont suspendu. Mais si on regarde la répartition de la gamme de portée des ouvrages d'art dans différents pays, on s'aperçoit qu'en France, comme dans les autres pays, plus de 85% des ouvrages d'art ont une portée comprise entre 2 et 50 mètres. Et là, on se dit, tiens, entre 2 et 50 mètres, on va peut-être être capable de valoriser le matériau sans aller faire des ouvrages extraordinaires. Alors, avant de vous présenter les voies de recherche que nous avons poursuivies, je ne résiste pas quand même au plaisir de vous présenter quelques ouvrages d'art en France, récents ou moins récents, qui sont intéressants sur le plan de l'architecture et de leur typologie. Et j'ai essayé de choisir un ouvrage par typologie. Alors je vais commencer par la première typologie qui est la structure en treillis, qui est très intéressante puisqu'on peut obtenir une très grande inertie, donc une grande rigidité structurelle de l'ouvrage grâce à la possibilité de faire des grands treillis. D'ailleurs, ce treillis, on en saisit l'occasion pour faire une toiture, donc on retrouve le thème du pont suspendu. Il n'en existe pas beaucoup en France, mais il y a au moins celui-ci qui est le pont sur la Dore, sur la route d'Ambert, dimensionné par Dominique Calvi, qui est un ingénieur connu dans le domaine des ouvrages bois. Donc un pont sans limitation de charge avec une portée de 34 mètres. Une autre possibilité pour franchir des portées supérieures à 20 mètres, c'est de procéder à une sous-tension, c'est-à-dire rigidifier le tablier par un tirant ou plusieurs tirants qui vont exercer une poussée ascendante par l'intermédiaire de bracons qui sont ici disposés, disons, inclinés et verticales. Donc ça, c'est un pont, c'est le pont de Bouygues dimensionné par Jacques Anglade qui a une portée principale de 35 mètres. Et d'ailleurs, là,
on a l'habitude de voir la sous-tension qui est inclinée. Ici, la sous-tension est horizontale, c'est le pont qui est incliné pour former un dos d'âne, puisque ce pont est une extension d'un pont en pierre qui, on ne voit pas sur la photo, a une travée existante qui également comporte un dos d'âne. Alors, toujours sur les sous-tensions, un pont assez récent, 2010, dans les Alpes-Maritimes, limité à 30 tonnes, c'est le pont d'Ilons, portée 20 et quelques mètres, charge limitée à 30 tonnes. C'est un pont en bois avec une dalle béton non connectée dessus, qui est venu remplacer un pont métallique qui était arrivé au terme de sa vie. Donc vous voyez que de temps en temps, le bois peut remplacer le métal. Là, la sous-tension, elle est apportée par une succession de barres articulées qui viennent soulager le tablier en 3 points. Alors là, vous avez vu que j'aime bien la sous-tension. Une sous-tension intéressante, c'est la passerelle de Valseny, la station de ski, qui a une portée de 52 mètres et qui reçoit les charges des skieurs et des engins de déneigement, donc des engins de déneigement qui ont des charges lourdes. Portée de 50 mètres, c'est quand même déjà important. Et le tablier bois est soulagé partiellement par une membrane gonflée qui maintient à une certaine distance deux gros rubans en acier qui apportent cette sous-tension. Alors il y a des petits potelets métalliques qui sont aussi à l'intérieur de la membrane et qui jouent un rôle mécanique, et notamment s'il y a un dégonflage soudain, permettent au pont quand même de résister dans des charges ultimes. Alors il y a un système de gestion d'un éventuel accident. Le pont tient quand même en l'absence de membrane sous des charges exceptionnelles. Alors, la thématique de l'arc est aussi très connue dans le domaine des ponts en bois, en béton ou en acier, mais elle peut être reprise pour les ponts en bois. Ici, c'est plutôt une technologie de bowstring, c'est-à-dire que les poussées de l'arc ne sont pas reprises par les culées, mais sont reprises par le tablier métallique ici, qui va travailler en traction. Donc la poussée est reprise par la mise en traction du tablier, et les arcs supportent le tablier pour limiter la flexion grâce à des tirants qu'on appelle des suspentes. Alors là, Dominique Calvi il a utilisé aussi un principe de protection de la structure de l'arc pour que ce dispositif, cette structure, puisse durer aussi longtemps que possible. Je rappelle qu'on dimensionne un ouvrage d'art pour qu'il ait une durée de vie approximative de 100 ans, par rapport à un bâtiment qui est plutôt 2 fois moins. Ça veut dire que la conception d'un ouvrage d'art nécessite beaucoup de précautions pour assurer la durabilité. 100 ans, c'est quand même beaucoup. Alors, une autre solution, c'est de raccourcir la portée du pont grâce à la disposition de diagonales ici, qu'on va appeler des béquilles. Donc ces béquilles, elles viennent exercer un appui, un effort ici, local. Donc la flexion du tablier est diminuée puisqu'elle va se faire que sur une portée plus petite. Et en plus, l'avantage de la béquille, c'est que ça apporte de la compression en sous-face du tablier. Donc ça vient se superposer aux tractions de flexion lorsque le tablier est en fonctionnement. Donc on a là ainsi une précontrainte gratuite grâce à ces béquilles. Donc ça, c'est un pont très intéressant, le pont de Cresse, qui a été dimensionné par Michael Flach. Alors, je reviens sur la thématique de l'arc, puisque Jacques Anglade a construit un arc qui est très intéressant en châtaignier massif. Petite portée, mais réalisation avec des charpentiers locaux à partir de bois locaux. Donc là, il y a une attitude très intéressante d'éco-conception liée à cet ouvrage. Et puis, aussi une passerelle très récente, fonctionnant sur la typologie de l'arc. Là, c'est une structure mixte où le tablier est supporté par des bracons qui sont rayonnants, donc ça donne une dynamique à l'ouvrage, et ces bracons rayonnants sont supportés par 2 arcs en lamellé collé. Et si vous regardez bien, les montants des garde-corps sont aussi dans l'alignement de bracons pour améliorer cet effet de dynamisme. Et puis pour finir, il peut arriver qu'on ait un problème de gabarit, et là on ne peut plus mettre de sous-tension parce qu'on va perdre en hauteur disponible pour le passage des véhicules, et on va chercher donc là à mettre le renfort en partie supérieure. On arrive dans la technologie du pont suspendu, c'est-à-dire la réalisation de mâts et puis des barres d'acier, voire des câbles qui viennent soulager localement le tablier pour diminuer les effets de flexion. Donc ça, c'est le pont d'Avoudray, réalisé par Arborescence et qui a une portée de 22 mètres.
Alors, pour aborder maintenant l'introduction de la thématique de recherche sur les ponts, je n'ai pas parlé de pont à poutres simple parce que je n'ai pas trouvé de pont à poutres de portée raisonnable au-dessus de 20 mètres. En fait, les ponts à poutres sont de petite portée puisqu'il y a une limitation effective de la capacité portante. Si on voulait avoir une portée au-dessus de 25-30 mètres uniquement avec des poutres en bois, on serait amené à surdimensionner les pièces de structure, les poutres seraient de très grande hauteur, on perdrait en gabarit, etc. Donc par conséquent, si on fonctionne uniquement par des poutres, on est un peu bloqué. Alors pourtant, si j'essaye de repérer les avantages de cette typologie, c'est une technologie très simple, et si on veut valoriser le développement du bois dans les ouvrages d'art, il faut qu'on reste dans des technologies simples. C'est facile à dimensionner, un pont à poutre, c'est facile à construire, c'est facile à entretenir. Il y a un coût de réalisation qui est modeste, hein, on va dire peut-être quelques milliers d'euros au mètre carré, et avec une passerelle un peu compliquée, ce prix peut être multiplié par 10. Donc, nous avons choisi d'entrer, de rester dans des prix modestes pour pouvoir espérer un bon développement d'ouvrages d'art en bois. Et donc, de là, naturellement, on s'est dit, pour atteindre des portées raisonnables jusqu'à 25 mètres, eh ben, il fallait augmenter la performance. Et au lieu de l'augmenter par des technologies extérieures, câbles sous tension ou des morphologies de type treillis, etc., on s'est dit, on va améliorer le matériau lui-même, hein, et on va chercher à créer une mixité structurelle entre le bois et le matériau qui est souvent utilisé pour faire rouler les véhicules, c'est-à-dire en général une dalle de béton. Donc, l'idée est apparue naturellement, disons, de chercher à connecter le bois au béton. Alors pourquoi cherche-t-on à connecter et pourquoi ça améliore les choses? Pour ceux qui ne sont pas spécialistes, puisque j'ai vu que nous ne sommes que 21%, c'est déjà beaucoup puisque c'est le groupe majoritaire qui faisons des structures dans le GDR, il y a donc 79% des gens qui ne font pas de structure et qui peut-être commencent déjà à s'ennuyer et pensent au repas qui va venir, etc. Donc c'est à moi d'être le plus performant possible. Alors, pédagogiquement, on peut dire, voilà, c'est ce qu'on explique aux étudiants, hein, vous avez une structure de poutre composée de lamelles indépendantes, vous la faites fléchir par un effort vertical, elle se déforme et elle va se déformer beaucoup plus que si la structure était monolithique. Pourquoi? Parce que les glissements de cisaillement entre les lamelles ont apporté une souplesse structurelle et que si on veut réaliser une structure la plus rigide possible et même la plus performante en termes de résistance, il va falloir chercher à mobiliser des contraintes de cisaillement à l'interface entre le béton et le bois, et ceci peut être réalisé par un système de connexion. Ce système de connexion est en général caractérisé par la capacité à retenir le déplacement par ce coefficient K, qui est une rigidité de cisaillement, et qui permet de relier l'effort de cisaillement au déplacement relatif interfacial. Alors, il y a 3 cas de figure. Le premier, c'est le cas assez courant finalement où la dalle béton est entièrement déconnectée du bois, auquel cas les deux matériaux vivent leur vie indépendamment. Nous avons 2 fibres neutres, la souplesse structurelle est maximum, le K égale 0. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun effort qui a été mobilisé par le cisaillement. Le cas le plus intéressant, c'est K infini, et on a une connexion complète, auquel cas, si je puis dire, il y a une seule fibre neutre et on voit que le béton est entièrement comprimé, ce qui est très intéressant, puisque c'est un matériau qui travaille de manière la meilleure en compression. Donc là, on l'utilise pleinement. Et puis le cas intermédiaire, qui est rencontré dans les systèmes de connexion du bâtiment, c'est-à-dire des connecteurs métalliques avec des tire-fonds, des tubes, etc., inclinés, pas inclinés. Et bien, en général, on obtient une connexion imparfaite et on a une diminution du cisaillement, mais on a quand même présence de 2 axes neutres. Et là, on a un coefficient K qui est non infini. Nous nous sommes tout de suite d'emblée lancé dans l'objectif de réaliser une connexion parfaite. Et pour cela, nous avons recouru au collage. Nous avons tenté le collage du béton sur le bois et nous avons réussi à le faire de 2 manières. Dans un premier temps, en coulant une dalle préfabriquée d'un côté et puis l'application d'une colle sur les 2 faces bois et béton, et puis mise en précontrainte en appliquant la plaque de béton, en lui permettant d'avoir réalisé son retrait et l'attente du durcissement de la colle. Le type de colle, c'est une base époxy qu'on trouve couramment maintenant dans le génie civil, puisque ce sont des colles développées pour le renforcement des ouvrages en général,
renforcement avec des composites, etc. Donc ça fait déjà plusieurs années que le collage structurel en génie civil existe, et donc nous avons aussi profité de ces avancées dans la formulation des cols. Deuxième solution, c'est de couler le béton directement sur la colle. C'est ce que nous avons tenté récemment, et nous avons réussi, même jusqu'à des portées, des longueurs de 6 mètres. Nous avons utilisé une colle spécifique, qui est une colle de reprise de bétonnage, qui durcit en même temps que le béton, mais réalise quand même un collage suffisant, au moins aussi performant que celui qui avait été utilisé en premier dans le cadre de la thèse de Son Pham, qui était un étudiant qui avait travaillé sur ce sujet. Donc cette structure a été testée en flexion, en essai monotone statique et en fatigue, puisque s'agissant de ponts, les sollicitations de fatigue sont très importantes à contrôler, et on ne voulait pas, du moins on voulait prouver qu'on n'était pas exposé à des ruptures prématurées par sollicitation de fatigue. Et donc voilà, on a soumis le corps d'épreuve à des tests. Ici, vous avez un exemple d'un des corps d'épreuve qui a été réalisé. Test de flexion qui consiste à appuyer avec un vérin au centre. On a un système de configuration de flexion 4 points avec une rupture ici très intéressante sur le plan de l'intensité de l'effort maximal, puisque la rupture était autour de 30 tonnes pour le corps d'épreuve en question, sur une portée de 30 mètres. Et si on regardait par calcul la même valeur sans connexion, on divisait par presque 3 la valeur de rupture. Donc là, on a vraiment consolidé la structure. Et même, je me suis amusé à faire un calcul de béton armé avec 2% d'acier. La structure en béton armé de même volume avait une résistance inférieure à ma structure MIC. Donc ça, c'était très intéressant. Alors la fatigue a été validée. Alors je n'ai pas de film montrant la fatigue, mais on a fait des 2 millions de cycles sur 3 corps d'épreuve différents, et on n'a pas pu mettre en évidence des ruptures prématurées de colle, donc on avait validé en fatigue. Alors ça, c'est très bien sur le plan de la preuve structurelle de la solution. Le collage est une bonne solution, mais nous l'avions fait dans des conditions thermohydriques très contrôlées, enfin contrôlées, pas très contrôlées, mais contrôlées en laboratoire, et il nous importait de vérifier que la durabilité n'était pas un point de faiblesse de ce type de solution, et c'est ce qui a été étudié dans le cadre de la thèse de Louisa Loulou. Mais comme Louisa présente un poster dans la séance poster, je ne vais pas en dire plus, je vais simplement dire que sa problématique était de rechercher des autocontraintes qui pouvaient apparaître à la surface, à l'interface bois-béton, sous l'effet de variations dimensionnelles des deux matériaux. Le béton ayant un retrait à la fois d'origine chimique et d'origine de dessiccation, et le bois ayant aussi une respiration liée à des variations hydriques. Donc ça, c'est un travail que Louisa a effectué, et elle va vous le présenter sous forme de poster cet après-midi, peut-être, je ne sais pas. Alors, nous avons voulu aller un peu plus loin, parce que, voilà, peut-être mentalité d'ingénieur, augmenter la performance, je ne sais pas. On se dit, finalement, on a observé sur le corps d'épreuve de Son une rupture du bois en traction. Ne peut-on pas l'améliorer, ce bois en traction, Epsilon Composite avait travaillé avec le FCBA à une époque pour renforcer le bois en traction avec des composites. Eh ben, on s'est un peu rapproché de ces solutions, et c'est une solution qu'on a étudiée dans le cadre d'un projet européen dont l'aboutissement, du sous-groupe pont, parce qu'il y avait plusieurs sous-groupes, et il y avait un sous-groupe qui s'intitulait Pont du futur. Un projet européen s'appelle NR2C, New Road Construction Concept, avec un sous-groupe consacré au pont du futur dans un horizon 40 ans. Et au sein du groupe, il avait été décidé que dans 40 ans, il y aurait forcément du bois dans les ouvrages d'art, ce qui a amené à réaliser un corps d'épreuve en vraie grandeur pour tester la solution mixte béton-bois, et auquel on a rajouté du composite. Donc ça, c'est dans un atelier de confection d'éléments en composite à Tours, où on voit la poutre de 11 mètres de longueur qui est en train de recevoir le collage par la technique du vide d'un certain nombre de couches de carbone. Les poutres qui sont arrivées sur la plateforme d'essai au LCPC à Paris, enfin l'IFSTAR Paris, mais à l'époque ça s'appelait LCPC, où là on voit le carbone qui est durci et qui est appliqué sur les poutres. Ensuite, l'ensemble est installé sur la plateforme d'essai. Alors là, le carbone est en dessous, on ne le voit plus. Donc il y a un assemblage avec des entretoises. Et puis le béton de faible épaisseur est posé sur le bois, avec, comme c'est préfabriqué, des systèmes de connexion d'assemblage spécifiques. Alors il s'agit d'un béton de très faible épaisseur, j'en ai pas parlé parce que ce n'est pas le thème béton, mais il s'agit d'un béton ultra performant, de résistance supérieure à 150 mégapascales, donc très très résistant,
avec un fort module Young, ce qui nous permet de l'utiliser en faible épaisseur. Et ce fort module permet de faire remonter l'axe neutre, donc d'augmenter la rigidité structurelle. C'est très intéressant. Alors voilà le corps d'épreuve entier collé, là, cette fois-ci, prêt à recevoir les charges qui simulent un véhicule. Hein, et quand on regarde les charges de véhicules sur un pont, eh ben, il faut que le pont résiste à 2 essieux qui représentent une charge totale de 600 kN, c'est-à-dire 60 tonnes. Et bien là, les charges de véhicules étaient en fait matérialisées par 4 vérins verts représentant 2 essieux. Et l'objectif était de vérifier la rigidité structurelle et d'amener à rupture le corps d'épreuve et de vérifier que la rupture était bien au-dessus du calcul du pont selon les Eurocodes. Ce qui a été le cas. Donc la technologie, la solution structure hybride a été validée. Néanmoins, on a vu que des ruptures se manifestaient non pas au niveau de la zone renforcée de carbone, mais un peu plus haut que la fibre inférieure. C'est-à-dire que les ruptures en traction du bois, comme tous les spécialistes de mécanique du bois le savent, se bifurquent pour faire une délamination. Et là, le carbone n'avait pas pu éviter cette délamination. Donc un petit inconvénient quand même, ou disons frustration par rapport à un matériau de haute technologie qui n'a pas été capable de faire complètement son office et de contrecarrer les effets de délamination. Et l'idée est donc apparue à partir de là de tenter le multi-renforcement, c'est-à-dire au lieu de concentrer une grosse épaisseur de composite de quelques millimètres sur la face inférieure de la poutre pour des grandes structures, il est peut-être préférable d'aller distribuer cette épaisseur en couches fines mais réparties entre les lamelles de bois. Ici, ce sont toujours des lamelles de carbone que nous avons mises en place dans une usine, c'est l'usine CMBP à Mantes-la-Jolie de lamellé-collé qui nous a offert son banc de lamellé-collé pour pouvoir réaliser les essais. Alors, l'objectif de ce travail, c'était une thèse de Viet Anh Nguyen, était de montrer que grâce à un renfort de faible épaisseur, on était capable de bloquer les fissures de délamination, c'est-à-dire qu'on n'empêchait pas la provocation d'une fissure de traction dans le bois, mais après, elle ne se propageait pas par cisaillement en délamination. Donc ça a imposé pour Viet Anh une modélisation et un travail expérimental visant à atteindre un critère de délamination. Donc, ce qui a été fait avec des tests spécifiques en traction sur des éprouvettes entaillées, où il a fait varier l'épaisseur relative de bois par rapport au carbone, de manière à atteindre le critère de rupture ici, en cisaillement, en fonction des configurations géométriques. Ce qu'il a pu faire, et il a validé son calcul en faisant des corps d'épreuve de 3 mètres, comme les corps d'épreuve de Sun, avec ici un petit renfort en cisaillement pour qu'on ait une rupture localisé en flexion et non pas en cisaillement. Et voici le corps d'épreuve en situation d'essai, avec des ruptures ici dans le bois qui ont été bloquées. Donc on valide bien expérimentalement qu'on a blocage des fissures et on arrive à renforcer tellement le bois que la rupture est atteinte ici dans ce corps d'épreuve dans le béton, c'est-à-dire avec des contraintes qui dépassaient 150 mégapascales dans le béton. Donc la comparaison des poutres renforcées et non renforcées montrait qu'on avait une amélioration structurelle de 50% sur la résistance. Voilà ici le corps d'épreuve non renforcé, le corps d'épreuve renforcé avec la fissure ici qui a été bloquée. Et vous voyez ici la dissipation d'énergie dans le bois qui a fait créer des fissures horizontales de partout, alors qu'ici c'est le béton qui a été le point faible. C'est quand même intéressant de montrer que dans ce cas-là, ce n'est pas le bois qui casse, c'est le béton. Alors Viet Anh a poursuivi sa modélisation pour faire des simulations sur des poutres. Alors il a créé une distribution aléatoire de résistance dans son maillage et il a mis du renfort ou pas de renfort et il a pu comme ça simuler des courbes d'expérience de flexion à partir de ces modèles maillés avec ces variations de résistance selon l'endroit dans la poutre. Et donc il a pu mettre en évidence avec son critère de délamination les ruptures successives qui représentent les points ici jusqu'à la rupture finale. Donc ça c'était un travail intéressant qui nous reste encore à valoriser. Évidemment, je vois ici des gens qui disent on est dans les biosourcés et le carbone, comment on va s'en défaire en fin de vie, puisque l'environnement est un point important et un point clé pour l'usage du bois. C'est ce qui nous a poussé à aller regarder les effets d'un composite naturel unidirectionnel à base de lin,
que nous sommes allés chercher dans une entreprise qui s'appelle la Société de Pétel. Et c'est un travail tout à fait modeste que nous avons fait dans le cadre de l'école d'architecture Paris-Malaquais avec un étudiant en master où il s'est débrouillé pour obtenir du composite de lin et puis réaliser une poutre renforcée en multicouches par des composites de lin, où nous avons montré, ici l'image ne le montre peut-être pas, mais ceux qui connaissent le bois voient qu'on a une bonne ductilité structurelle de cette poutre grâce au lin, car il a une résistance supérieure à celle du bois, donc il joue son rôle de blocage de fissures, hein, ce qu'on peut voir ici aussi, en rouge la poutre non renforcée et en vert la poutre renforcée. Donc évidemment on n'augmente pas la valeur maxi parce que dans sa poutre il n'y a pas de béton au-dessus, donc la rupture est atteinte en compression, mais on n'a pas de rupture fragile en traction, ce qui a fait apparaître une ductilité structurelle intéressante. Voilà, alors ça c'est ce qu'on a fait sur le plan résistance, comment on s'y prend pour mixer les matériaux et obtenir une bonne performance, ajouté au travail de Louisa sur la durabilité. On s'est aussi évidemment c'est pas évident, mais on s'est aussi intéressé à évaluer la performance environnementale de telles solutions. L'analyse du cycle de vie est une technique qui est très utilisée et qui en 2005 était déjà utilisée dans le domaine du bâtiment, mais encore très peu développée pour les ouvrages de génie civil. Et nous nous sommes intéressés à l'évaluation environnementale pour les ouvrages de génie civil. Donc nous avons, dans le cadre d'une coopération avec une étudiante, Lina Bouaya, réalisé une simulation en reprenant la technologie du pont de NR2C, moins le carbone, et nous avons dimensionné un pont, prédimensionné plutôt, un pont de 25 mètres de portée. Dans le langage des analyses de cycle de vie, on va parler d'unité fonctionnelle, un tablier de 25 mètres. Donc le prédimensionnement nous amène 14 poutres de hauteur 1,20 m, donc 25 mètres, 1,20 m de hauteur de poutre. On voit qu'on obtient une performance structurelle, puisque les poutres ne sont pas trop démesurées en termes de hauteur. Et puis une dalle de béton fibré ultra performant de 7 cm collée sur les poutres. Alors l'analyse du cycle de vie, c'est très long. On n'avait pas toutes les données à l'époque sur les matériaux et on s'est limité à évaluer les impacts énergétiques et l'impact climatique qui est la quantité de CO2 équivalent qui a été libérée à toutes les phases du cycle de vie de l'ouvrage. Alors, je ne présente que l'histogramme résultant de toute l'analyse, puisque c'est en fait une ACV, c'est assez fastidieux, hein, c'est de la comptabilité environnementale, donc la comptabilité, il faut y être préparé. Hein. Ben, voilà le résultat, par exemple, pour l'énergie totale, l'énergie primaire totale. Vous avez les différentes phases du cycle de vie: fabrication, transport, construction, maintenance, déconstruction et fin de vie, et le total. Hein. Et ce qui nous a semblé intéressant, d'ailleurs, c'était une proposition d'un des relecteurs de l'article. On nous a demandé d'évaluer les différents scénarios de fin de vie, et évidemment, c'était ça qui était vraiment intéressant dans l'article. Donc, on a étudié différents scénarios. Le premier, c'est on enfouit le bois. L'enfouissement du bois en fin de vie était une solution envisagée par le FCBA à une époque, puisque des études américaines montrent que le bois enfoui sous certaines conditions, en conditions anaérobies, préserve, piège pendant au moins 100 ans son carbone, et donc enfouir le bois constitue un puits de carbone. Hein, on évite une dégradation, au moins pas totale, mais on évite une dégradation partielle du bois. Deuxième scénario, on va utiliser le bois énergie, c'est-à-dire qu'on va le remettre dans une chaudière, collective ou pas. Et puis troisième scénario, le bois est repris et réutilisé dans une autre filière. C'est aussi un scénario tout à fait envisageable. Donc on s'aperçoit que sur le plan énergétique, évidemment, c'est le scénario 2 qui est très performant, puisque lorsque, en fin de vie, on utilise le bois en énergie, on peut compter négativement, l'ACV le permet, l'économie d'énergie fossile que nous avons réalisée par l'utilisation d'un bois. Donc cette valeur négative vient se superposer aux autres valeurs, notamment de fabrication, et on obtient une bonne performance, une performance améliorée, je veux dire, sur le plan du bilan énergétique. Entre parenthèses, on s'aperçoit que l'énergie de fabrication du pont est beaucoup plus importante que tout le reste, et qu'en particulier le transport, même sur des longues distances, représente peu. Alors qu'on dit souvent, oui, le bois, vous le transportez de Finlande ou de Russie, etc. Et pour un ouvrage de génie civil, ça compte très très peu. Vous voyez, c'est la hauteur de la barre ici, c'est la fabrication qui compte beaucoup. Sur l'énergie, je termine. On compte l'énergie primaire totale qui intègre l'énergie renouvelable et non renouvelable. L'énergie renouvelable est très importante pour le bois, puisque c'est l'énergie solaire
pour la croissance de l'arbre et la photosynthèse qui est comptée. Et donc cette valeur est très grande, elle est prépondérante. Et donc quand on compte l'énergie, la fabrication du bois, il pourrait être plus juste de ne compter que l'énergie non renouvelable. Alors les gens du béton comptent l'énergie totale et les gens du bois comptent l'énergie non renouvelable. Selon de la filière à laquelle on appartient, on va compter différemment les énergies. Sur le plan du CO2, vous avez ici l'impact à la fabrication qui est le piégeage du carbone par le bois. À peu près 47% de la masse sèche du bois est constituée de carbone. Donc ce piégeage pour le pont, ça correspond à 25 tonnes. Et puis après, il y a des valeurs. Ici, il y a une valeur négative puisque dans la maintenance, on a prévu changement de certaines poutres. Et puis la fin de vie avec les 3 scénarios très différents où on s'aperçoit que le scénario 2 énergétique, il n'est pas bon sur le plan CO2 puisque ayant utilisé le bois pour de l'énergie, j'ai libéré du CO2 et donc je n'ai pas tout à fait piégé le CO2 alors que la reconduite du bois dans une autre filière permet de piéger pour au moins une durée supplémentaire le CO2 qu'il y avait dans le pont. Donc on s'aperçoit là que par rapport à la solution précédente qui était le scénario 2 plutôt performant, quand on compte l'énergie, le scénario 2 performant, quand on compte le CO2, c'est le scénario 3 qui est performant. La conclusion de cet article, c'était finalement, on n'arrive pas à joindre tous les critères. Hein. Le maître d'ouvrage en fin de vie doit choisir l'impact environnemental qu'il souhaite mettre en avant parce qu'il n'arrivera pas à les satisfaire tous en même temps. Et c'est en même temps encore plus vrai pour les structures en bois. Alors ce travail, c'était une première étape, il se poursuit, 5 minutes, d'accord, très bien. Il se poursuit dans un cadre un peu plus officiel qui est le cadre de l'Association française de génie civil. L'Association française de génie civil comporte plusieurs sous-groupes, dont celui qui s'appelle Diogène comme données d'impact des ouvrages de génie civil. Diogène comporte plusieurs sous-groupes, dont l'un parle de bois, hein, donc c'est celui que j'anime. Et l'objectif de ce groupe, c'est de réunir, non pas des ACV, mais des inventaires de cycle de vie, c'est-à-dire des données de fabrication d'éléments commercialisés en bois. Donc là, je n'ai pas pu mettre sur toute la page l'ensemble des fiches qui sont disponibles, mais vous avez le bardage, vous avez les panneaux de contreplaqué, vous avez les poutres en lamellé collé, en Douglas et en épicéa. Vous avez un certain nombre comme ça de composants. Il y aura les murs anti-bruit en bois aussi. Et donc ces données sont fournies par unité de volume, par mètre cube. Et ce sont des données de base pour que les spécialistes d'ACV puissent réaliser de vrais ACV en tenant compte du transport, de la mise en œuvre, de la vie en œuvre et de la fin de vie. Hein, en clair, ces données, ce sont des données du berceau au portail, comme on dit, alors que l'ACV, c'est du berceau au tombeau. Là, on a des données du berceau au portail, c'est-à-dire bois lamellé collé, départ usine. Et donc, c'est à vous après de compter tous les impacts liés au départ de l'usine jusqu'au chantier. Donc, je voulais mentionner ce travail qui est piloté par Yannick Tardivel du CETRA et qui, normalement, devrait... en tout cas, il a la grande richesse de fournir des données françaises très précises, validées par des groupes de travail, normalement, groupes sérieux. Alors, je vais finir en disant, voilà... finalement, est-ce que j'ai parlé de perspectives de développement en France? Je n'ai parlé que de recherche et d'environnement. Quelles sont les perspectives de développement? Eh bien, les perspectives de développement sont liées au développement d'un autre groupe de travail qui s'est créé de manière concomitante aux recherches que nous avons réalisées. Et ce groupe de travail, piloté par le Centre d'études techniques de l'Est de la France, à Metz, qui dépendait du ministère de l'Équipement, maintenant ministère de l'Écologie, ce CT de l'Est pilote un groupe en vue de réaliser et dimensionner un pont type. Alors, un pont type, évidemment, ça ne fait pas frémir un architecte qui dit voilà, ils vont tous se ressembler, mais sur le plan du développement d'une filière et le développement du matériau en tant que matériau constitutif d'un pont, ça devient très intéressant puisque ce pont type fait l'objet d'un dimensionnement extrêmement précis, détaillé, selon les Eurocodes, l'Eurocode 5. Donc tous les calculs vont être réunis dans un guide, un document, qui sera disponible à tout à chacun. Et ça permettra donc à un nombre important de bureaux d'études de
pouvoir se mettre à la conception d'ouvrages d'art avec une grande facilité, puisque tous les exemples, disons, chiffrés, enfin tous les calculs seront détaillés. Alors ce pont est un pont mixte, donc c'est là que nous sommes intervenus, c'est qu'on a travaillé sur la mixité structurelle. La solution pont mixte bois-béton a été retenue, avec une mixité non pas là collée, mais avec des connecteurs qui ont fait l'objet d'une mise au point que nous avons faite ici à Navier, mais dont je n'ai pas parlé par manque de temps. Alors, ici, il s'agit d'un passage à faune qui va être réalisé sur la route Vesoul-Belfort et dont le DCE, le dossier de consultation des entreprises, devrait paraître en printemps 2014. Donc, on est un peu en avance. Nous, on a préparé tout le terrain, dimensionnement précis, et l'appel d'offres va être lancé au printemps 2014. C'est un passage à faune, d'où ces garde-corps qui abritent de la vue les animaux qui vont traverser. Il s'agit, pour ceux qui sont spécialistes de pont, d'un pont sans joint de chaussée. Ça s'appelle un pont intégral. Et puis, qu'est-ce qu'il y a comme innovation? Il y a aussi le fait que les poutres ne sont pas séparées, mais assemblées en grosses nervures. Et ça apporte deux avantages. D'abord, la surface de contact avec l'ambiance extérieure est réduite, puisque nous sommes avec une structure très massive en bois. Et d'autre part, cette massivité des nervures permet, pour ceux qui font des calculs de pont, de s'abstenir de réaliser des entretoises, qui sont des assemblages toujours un peu compliqués à faire pour les ponts en bois. Donc c'est un pont sans entretoise. Il y a uniquement deux nervures, une dalle de béton et terminé. Donc c'est une structure extrêmement simple, robuste, qui devrait donc ne nécessiter que très peu d'entretien. Alors pour finir, je vais vous présenter non pas les articles qui ont été publiés, je pense qu'on n'en a pas publié assez, je vois ici mon directeur qui doit dire oui effectivement il y a un manque de publication, dis-moi Robert est-ce que tu as publié? Bon, je n'ai pas assez publié, mais on a rédigé des guides puisque au sein de l'IFSTAR il y a quand même une politique de valoriser, favoriser le transfert de technologies ou des recherches vers l'applicatif, et donc ces guides, ils sont au nombre de 3. Il y a le guide du CTTLES sur la conception du pont-type qui va paraître en 2014, auquel Navier participe. Il y a ici à gauche un guide d'inspection auquel aussi Navier a participé. L'inspection des ouvrages d'art, c'est très très important. Si on veut les faire durer, il faut appréhender les pathologies, les reconnaître avant qu'elles ne soient trop importantes pour pouvoir réparer à temps. Et donc ça demande une compétence tout à fait particulière s'agissant du bois. Et puis enfin, le guide de l'AFGC sur pour la conception des ouvrages d'art en bois, qui vient de paraître au mois de mars et guide que nous avons piloté à Navier et qui reprend de manière très détaillée toute la description des ouvrages que je vous ai montrés en début de séance. Voilà. Et puis, il y a énormément de gens qui ont participé à l'ensemble de ces travaux, des gens qui appartiennent au labo, des doctorants, les CT, et puis l'ENSIB aussi qui participe en tant que spécialiste bois à la rédaction du document sur les ponts-types. Voilà. J'ai fini. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. C'était parfait, très intéressant. Enfin, je pense qu'on a des choses à discuter, mais on n'aura pas le temps là maintenant. La parole est à la salle pour quelques questions. On va les manger dans pas longtemps. Donc il nous reste, mettons, 5 minutes, un petit 5 minutes. Patrick ? Comment vous opposez vos micros ? Alors combien on pourra en mettre en regardant la ressource ou en regardant le nombre d'ingénieurs qui savent le faire ou le nombre de maîtres d'ouvrage Non, mais pour le pont-type, si on en fait une dizaine, on sera content, je pense, déjà. Mais il n'y a pas de... Il faudrait dire dans combien de temps, combien, je ne sais pas. On a un tel retard par rapport aux autres pays, je pense qu'on ne le rattrapera jamais, et que ce qu'on a fait, somme toute, ça a représenté beaucoup d'efforts, mais les impacts seront peut-être modestes, je ne sais pas. On va voir ce premier pont qui va être instrumenté. On espère qu'il en fasse des petits. Oui, merci Bernard. J'avais 2 questions. L'une sur l'aspect collage des ponts. Donc vous avez parlé de l'école sont performantes. Ça supporte la fatigue mécanique. J'ai entendu parler de 2 millions de cycles ou je sais pas, enfin quelque chose comme ça. Quid de la durée de vie sur une centaine d'années et de la dégradation de ceci? Voilà. Enfin, est-ce qu'on a une vision? Est-ce qu'on a du recul par rapport à ça? Et l'autre petite question que j'avais sur les analyses de cycles de carbone ou d'énergie, ou stockage carbone et puis énergétique. J'ai pas compris pourquoi dans la maintenance, le scénario 2 était toujours plus petit. Voilà, c'est juste...
Le scénario 2 est plus petit. Oui, il y a beaucoup de postes où les séances sont les mêmes, et finalement c'est plutôt en FATV que le scénario s'exprime. Et là, pour la partie maintenance, le scénario 2 est toujours en dessous. Donc, c'est pour ça. Il faut que je réfléchisse, je ne sais pas là comme ça. Là. Je sais pas. Alors pour la première question, pour l'école, on n'a pas de recul de 100 ans. Sur l'école époxy, on doit avoir un recul de 30 ans sur les structures, je pense. J'interroge du regard mes collègues. Au moins 30 ans sur la colle époxy. La thèse de Louisa Loulou, dont je n'ai pas voulu parler parce qu'elle expose un poster, a été de soumettre à des cycles hydriques. En fait, on a fait un test accéléré, mais on n'a pas de recul sur la validité du test accéléré. Nous sommes encore en train d'apprendre sur ce sujet. Donc je ne peux pas vous répondre sur 100 ans. Donc il faudra sans doute ceinture et bretelles sur un premier ouvrage, c'est-à-dire connexion métallique, connecteur métallique plus collage, et Oui, suivi c'était par ma instrumentation pour valider in situ. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ah oui, pardon. Oui, j'avais une question par rapport au pont-type. Est-ce que vous avez développé également la politique de maintenance? Parce qu'à mon sens, je pense qu'un des freins aujourd'hui dans le développement des ouvrages d'art en bois, c'est de rassurer le maître d'ouvrage par la maintenance qu'il devra appliquer tout le long de la vie de son ouvrage. Oui, alors la maintenance, on n'a pas développé une politique de maintenance, on a conçu l'ouvrage pour limiter la maintenance au minimum. Je n'ai pas dit, mais il y a un débordement conséquent de la dalle béton qui protège la poutraison bois des intempéries directes. Donc on a fait en sorte de placer le bois en classe d'emploi 2 pour les ouvrages. Donc ça devrait limiter la maintenance. Après, l'absence d'entretoise et de connecteurs supplémentaires ou de connexions, d'assemblage, je veux dire, supplémentaires, devrait aussi limiter la maintenance, puisque c'est un pont sans entretoise. Après, non, on n'a pas encore anticipé sur des dégradations futures de cette technologie. C'est un exemplaire qui va être construit et qui va être suivi. Donc nous, on va apporter notre contribution à ce suivi. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci. Donc au début, on a vu des ponts en châtaignier, enfin, en plein de choses. Qu'est-ce qui va guider le choix de l'essence, en fait, au final, pour vous? Le choix de l'essence, en fait... Parce qu'en fait, vous avez parlé du Douglas comme une ressource énorme. En fait, après, on peut dire qu'on a des ressources en plein de choses. Donc pourquoi on les ferait pas en, je sais pas, en chêne ou en hêtre, par exemple? Alors, on est un peu quand même obligé de passer au lamellé collé du fait des portées. Alors, moi, je n'ai pas de connaissances particulières sur le lamellé collé de chêne. Vous allez peut-être me dire que ça ne se colle pas bien. Non, du coup, ce que vous me dites, en fait, c'est que le guide, c'est qu'il faut qu'on soit capable de vous fournir au début des matériaux plutôt en lamellé collé pour avoir des portées comme il faut, et qui soient certifiés en C quelque chose, c'est ça? Enfin, en GL quelque chose, c'est du lamellé collé. Oui, alors, en fait, en France, on a facilement du GL24, du GL28, on a beaucoup de difficultés à l'avoir en Douglas. Donc, si on veut construire en Douglas, ce sera du GL24. Il est satisfaisant pour la classe d'emploi 2, donc c'est un matériau qui a des résistances suffisantes pour concevoir des ponts. On pourrait le faire en châtaignier, mais là, il y aurait probablement un surcoût, et par rapport à des solutions concurrentes, la solution bois ne pourrait pas passer, à mon avis. Intuitivement, je dis ça. Le coût serait prohibitif. Déjà, la solution pont-type, elle est à peu près 10% plus chère, donc ça demande un investissement supplémentaire du maître d'ouvrage. Il faut d'abord le convaincre, il faut qu'il soit motivé. Donc, c'est un peu ça la réponse. Mais Jacques Anglade, il avait une scierie à côté, etc. Et puis il aime bien travailler localement. Donc c'est d'ailleurs son attitude qui est remarquable, qui était remarquée. Dans le dimensionnement à l'Eurocode des sections composées bois-béton avec connecteur métallique, je ne vois pas vraiment dans l'Eurocode qu'est-ce qui est proposé pour calculer le module de glissement des connexions bois-béton. Si ce n'est de partir sur un assemblage bois-bois et puis de multiplier par 2 la raideur. Oui, effectivement, c'est ce qu'on peut faire, mais en fait, c'est très pénalisant puisqu'on a un coefficient de glissement qui est très faible, 23 kN par millimètre de mémoire, si on fait autour d'une vingtaine. Et le connecteur que nous avons élaboré pour le pont type
en fait, est constituée d'une plaque de 1 cm d'épaisseur, percée pour le passage de tire-fond. Et sur cette plaque sont soudés des connecteurs type Nelson utilisés dans les ponts mixtes béton-acier. Hein, des gros connecteurs. Donc une partie est noyée dans le béton et sinon la partie bois c'est tire-fonné. Donc ce ruban métallique répartit bien les efforts et on approche la connexion parfaite avec ce système. Et ça a été validé par des essais en statique ici. Et sur la dalle de Lifstar, ça a été validé en fatigue également. Donc le connecteur a été validé en fatigue et il a été décidé de prendre ses vraies valeurs, puisque sinon on était très pénalisé. Alors en plus, pour la petite histoire, le ruban métallique qui est juste sur la face supérieure du bois constitue un tirant pour une structure hyperstatique sur l'appui central, puisque là les efforts sont inversés et on a besoin de reprendre un effort de traction dans la partie béton. Et cet effort de traction sera repris par la connexion. Bon, une dernière question très courte, avant d'aller manger. Pour le collage de la dalle béton sur le bois, vous nous avez parlé de colle époxy. Oui. Est-ce que vous avez testé autre chose ou c'est essentiellement celle-ci que vous avez utilisée ? Alors Louisa a testé d'autres colles, mais Sylvain Châtaignier qui est là nous avait aidé au choix de colle. On avait testé une acrylique modifiée utilisée dans l'industrie. On avait testé une polyuréthane puisque le groupe avait l'intuition qu'une colle souple pouvait amortir des effets dynamiques et mieux dissiper des retraits des deux matériaux. Hein. Mais malheureusement, la colle polyuréthane n'a pas donné satisfaction. Elle se décollait très rapidement. Et la colle acrylique, trop difficile à mettre en œuvre. Une DPU, une durée pratique d'utilisation de 30 secondes, je crois, ou quelques minutes. Alors que là, avec la colle époxy frais sur frais, on a 2 heures pour appliquer le béton sur la colle. Donc je n'ai pas trouvé de colle plus performante, mais je sais qu'à l'ENSTIB, notamment Pizzi, travaille sur des colles alternatives. Mais, voilà. Et j'ai vu une communication sur des colles à base de géopolymères. Mais... c'est tout ce que je sais pour l'instant. Il y aurait à travailler là-dessus. Ok, merci encore à...